Bien alors bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que je vais pas être trop vert, trop rouge, trop jaune, trop rose aujourd'hui. Ça dépend du vent. C'est pas moi qui décide, c'est la technique. J'espère que vous allez bien, que la vie est belle, malgré tout, hein. C'est pas tous les jours fête, enfin bon, on fait avec, hein. Voilà, ce matin il est tôt, j'ai fini à 2 heures là cette nuit, et puis là c'est très tôt, voilà. Et bon, j'ai pas trop le temps de faire autrement. Et puis, faut pas oublier que Mathieu, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait tout ce qu'il fait pour moi bénévolement, et que bah faut lui donner les choses au bon moment, sinon c'est pas toujours évident. Voilà, donc vous pouvez le remercier parce que sans lui, voilà. Mhm. Donc, bah sinon, merci à vous aussi, hein, les commentaires. Alors, ils sont de plus en plus nombreux. Très gentil, très adorable même, hein, on peut dire ça. La générosité aussi, qu'elle soit matérielle ou autre, mais vous avez de jolis mots. Bon, j'ai vu là qu'il y avait un commentaire qui était sur le dessus de la pile, parce que je regarde pas tout trop en ce moment, parce que j'ai pas trop le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 3 4 jours, je regarde le premier commentaire, puis après je regarde un petit peu moins. Faut quand même l'avouer, parce qu'en ce moment, je suis vraiment débordée. J'ai beaucoup de soucis en plus, donc bon. Voilà, je suis très occupée et bon, quelqu'un me reprochait de ne pas lui avoir répondu parce qu'il m'avait envoyé une vidéo. Je vais le dire très clairement, je n'ai pas le temps. Je travaille à peu près 300 heures par mois. euh, je suis fatiguée, très fatiguée en ce moment. Alors quand on me remonte les bretelles un peu sèchement, j'aime pas trop. Vous voyez? Donc je le dis. J'ai pas le temps d'aller sur Facebook, j'ai pas le temps de répondre, j'ai rien de temps de faire en ce moment. J'ai beaucoup de soucis. Voilà. Donc, que ce soit dit, que ce soit entendu, je fais ça toute seule, j'ai pas de personne qui regarde les commentaires à ma place. C'est des heures de travail, donc il faut être un petit peu charitable, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça arrive rarement, mais je le dis une bonne fois pour toutes, qu'on ne s'en vexe pas. Je peux pas obéir comme ça au claquement de doigts. J'ai pas le temps, j'ai pas la force, je suis fatiguée en ce moment. Voilà. Vous avez compris que j'étais un petit peu agacée. Voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose, parce qu'on va pas en faire un plat non plus, mais il faut que ce soit compris. Vous connaissez pas l'arrière-boutique pour certains, il faut comprendre, hein. Et je suis pas toute jeune, dans 11 mois j'ai 70 ans. Vous voyez, je suis plus une jeunette, j'ai pas la résistance d'or. Bon, alors, à part ça, tout va bien quand même, malgré tout, hein. J'espère que pour vous aussi, donc, l'été approche déjà, hélas. Fait toujours un temps pourri, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Donc, pour éclairer votre vie, je vais vous raconter un drôle de truc qui est ufologique aujourd'hui, depuis le temps que je vous le promets, bah, il est temps que ça vienne, hein. Et je vais vous parler d'un cas considéré comme folklorique par les ufologues, donc bidon par essence, hein, dans la tête de beaucoup, et qui est peut-être pas si bidon que ça, parce que comme vous me connaissez, je suis du genre à éplucher la bête pour y connaître ses petits secrets, et j'ai mon opinion là-dessus, vous le comprendrez, même si je le dirai peut-être pas forcément clairement. Mais enfin, en tout cas, vous aurez tous les paramètres pour vous faire une opinion sur ce cas qui est quand même absolument étrange, qui s'est passé aux États-Unis en 1955, l'année de ma naissance d'ailleurs, et au mois d'août. Au mois d'août, ça s'est passé dans le Kentucky, qui est une région assez fréquentée d'ailleurs par certains phénomènes divers dans le ciel ou ailleurs. Et c'était vraiment très particulier cette histoire. Et donc, en une nuit de l'été 1955, un événement aussi étrange qu'angoissant, on peut dire ça comme ça, va se produire dans une fermette isolée qui est perdue en pleine campagne, à quelques kilomètres au nord d'une ville qui s'appelle Hopkinsville, une petite ville de garnison du Kentucky. Il y a une caserne là-bas, il y a beaucoup de militaires dans la région d'ailleurs. Et en ce début de soirée du 21 août 1955, 8 adultes et 3 enfants qui sont réunis dans cette petite ferme ignorent qu'ils s'apprêtent à vivre une nuit de terreur.
Pour ce qui est des adultes, il y a la matriarche, qui s'appelle, Glennie Langford. C'est une veuve, elle est âgée de 50 ans. C'est la propriétaire de la ferme, on peut dire que cette ferme, c'est une modeste exploitation, hein. Elle nourrit pas son monde évidemment et d'ailleurs Lucky, Elmer Lucky, qui est son fils aîné, loue ses bras à l'occasion pour il va faire des foires, il va aider dans des foires, des fêtes foraines, des carnavals et des choses comme ça. La fermette d'ailleurs qui comporte 3 chambres est un toit sans confort, il y a pas l'eau courante, il y a pas l'électricité, on n'écoute pas la radio évidemment parce qu'il y a pas l'électricité, on y vit simplement au milieu de la nature au gré des saisons. On se contente de petits bonheurs simples, mais apparemment tout le monde est heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en ce soir d'été, où il a fait très chaud, sont présents les 2 fils de Glennie Langford, qui sont nés d'une première union de la dame. Il s'agit d'Elmer Lucky Sutton, dont je viens de vous parler. Il a 25 ans, il y a son épouse Vera, qui a 29 ans, qu'elle a aussi. Il y a aussi John Charley Sutton, qui est le second fils de Glennie Langford. Lui, il a 21 ans, il est accompagné de sa femme qui a 27 ans. Le frère de celle-ci, qui s'appelle Hoppy Baker, et qui est âgé de 30 ans. Et puis, il y a Bill Taylor, qui est âgé de 21 ans, qui est un ami de Lucky Sutton. Lui, Lucky l'a rencontré à l'occasion de son travail, là, probablement d'une foire en carnaval. Il est venu, celui-là, de la Pennsylvanie, avec June, qui est sa jeune femme, qui est âgée de 18 ans. Et puis, il y a les jeunes enfants de Glennie Langford, qui sont issus d'une seconde union, d'un mariage, dont, hélas, ça s'est mal terminé puisqu'elle est veuve. Lonnie a 12 ans, Charlton a 10 ans et Mary a 7 ans. La journée a été chaude, donc comme je vous l'ai dit, la soirée s'annonce agréable, l'ambiance est à la détente, et l'on s'apprête donc à passer un très bon moment. Et vers 19 heures, voilà que Bill Ray Taylor va sortir pour aller tirer de l'eau au puits, pour aller tirer de l'eau au puits, et ça se trouve derrière la ferme, parce que comme je vous l'ai précisé, bah, il n'y a pas l'eau courante dans cette maison, ce qui était assez courant dans les milieux je dirais pas de la France profonde, mais des États profonds des États-Unis. Les campagnes américaines, bah, les gens étaient souvent pauvres, c'est des petites exploitations, et dans les années 50, c'était pas tout confort, hein. À peine Billy Ray est sorti du bâtiment qu'il aperçoit dans le ciel clair quelque chose d'assez étrange. Oui, c'est un objet discoïdal, la base et le sommet sont arrondis, il est brillant, il semble fait de métal, il arrive du sud-ouest et il va silencieusement survoler la ferme en laissant derrière lui une traînée lumineuse aux couleurs de l'arc-en-ciel. Soudain, il va perdre de l'altitude, il va descendre en planant au-dessus de champs de tabac qui sont tout à côté, et avant de finalement disparaître à sa vue dans une ravine qui se trouve à quelques centaines de mètres de la fermette. Sidéré, Billy Taylor va finalement renoncer à tirer de l'eau. Il lui faut vite aller raconter ce qu'il vient de voir. La petite assemblée va l'écouter sans vraiment faire cas de son récit. Ils lui disent qu'il a certainement dû voir une grosse étoile filante, une météorite certainement. Et personne ne va aller sortir pour voir, pour vérifier de quoi il retourne, hein. Une bonne demi-heure plus tard, le chien de la maison, qui se trouve à l'extérieur, va se mettre à aboyer furieusement. Quelques instants plus tard, on verra la pauvre bête qui va essayer de se dissimuler. Il va y arriver d'ailleurs dans un espace qui est situé sous la maison. Et manifestement, le chien est terrorisé. Il ne sortira pas de sa cachette d'ailleurs avant le lendemain de matin. Il semblerait aussi que le chat de l'une des filles, à moins que ce ne soit une belle-fille de Glennie Langford, soit aussi tombé en panique et déchaîné le matou voulait absolument sortir. Il aurait d'ailleurs abîmé la moustiquaire d'une fenêtre en tentant de l'arracher. Comme Lucky Sutton n'a jamais vu le chien agir de la sorte, il s'interroge. S'il n'a pas vraiment cru à l'histoire que lui a servi Billy Ray, qui a parfois tendance à faire des bonnes blagues, bah, il en va différemment pour ce qui concerne le chien, qui n'est habituellement pas un trouillard. Donc s'il se comporte ainsi, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Le jeune homme n'ignore pas en effet que lorsqu'un animal est confronté à un danger ou qu'il sent le danger, bah, il réagit instinctivement, en fuyant pour y échapper. Il va donc décider de sortir, accompagné de son frère cadet et ainsi que de son copain Billy Ray, afin de vérifier de quoi il retourne. À peine auront-ils fait quelques pas que leur regard va être tiré par une vague lueur au milieu des buissons qui se trouvent à au moins 20 mètres de la maison.
Une petite silhouette, auréolée d'une lueur étrange, va soudain émerger de ces buissons et venir dans leur direction. Dans les secondes qui suivront, alors qu'elle s'est rapprochée d'eux jusqu'à 5-6 mètres, ils vont constater avec stupeur qu'ils ont affaire à une petite créature humanoïde, à l'aspect plutôt effrayant. Courte sur pattes, sa hauteur sera évaluée plus tard comme variant entre 75 centimètres et 1,5 m. Ses jambes grêles paraissent courtes par rapport à ses bras malingres qui, eux, sont très très longs, démesurés même. Ses pieds tout ronds ressemblent à des ventouses. Vous savez, les ventouses qu'on utilise pour déboucher un évier. Bon, sa peau est de couleur grise, elle sera plutôt décrite comme ayant l'aspect du métal gris argenté. Sa tête ronde est imposante, il est chaud, cet individu, bizarre. Ça repose directement sur le corps, ça semble pas avoir de cou et cette créature est dotée d'immenses oreilles en pointe. Bon, il a semblé aux 2 amis, je parle de Lucky et de Billy Ray, qu'elle avait une longue bouche aussi, cette créature, mince, mince comme un trait. Mais ce qui va terriblement les impressionner, même un peu les effrayer, ce sont ses yeux ronds, ronds comme des soucoupes, et d'une taille imposante. C'est placé sur les côtés de son visage, et cela émet une forte lumière, diront-ils, comme le feraient 2 petits phares. Et voilà que maintenant, la créature continue d'avancer vers eux, en se balançant de droite à gauche, ses 2 longs bras maigres, aux mains griffues levées vers le ciel. Elle fait comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait se rendre, hein. En panique, ils vont faire aussitôt demi-tour afin d'aller chercher des armes. On est au Far West, hein, presque. Quelques instants plus tard, armés de fusils, Lucky et Billy Ray vont tirer sur cette apparition inquiétante qui se tient toujours immobile à quelques mètres de la bâtisse, hein, et aussi à courte distance d'eux, donc normalement ils peuvent pas la manquer. Pourtant, en dépit des projectiles qu'elle a reçus, il constate avec stupeur qu'elle ne semble pas atteindre, ni même gênée par les tirs nourris qu'il lui administre. Apparemment, les balles et les plombs l'ont bien touchée, mais ils ont manifestement ricoché sur elle en produisant quelque chose de bizarre, une sorte de son métallique. Et ce son, ils l'ont clairement perçu et ils le compareront à celui que ça produit quand on tire sur un seau en fer ou c'est quelque chose en métal. Ça fait ting. Bon, bizarre, hein. Et les étrangetés ne vont pas se limiter à ça. En plus, ils se rendent compte très vite que plus il la canarde, hein, plus elle devient lumineuse. Là, autre chose. Ils en reviendront encore moins lorsqu'ils la verront vaciller légèrement vers l'arrière et réaliser en flottant de curieuses roulades arrière. Elle fait ça dans l'air, très fort. Et en touchant le sol, elle détalera à toutes jambes pour aller se réfugier dans les buissons tout proches et ils ne vont plus la voir. Stupéfaits, ils vont continuer de scruter les alentours durant quelques instants afin de s'assurer qu'elle n'est plus là, avant de réintégrer la maison où on les attend avec un peu d'inquiétude, il faut bien le dire. À peine y auront-ils pénétré qu'ils vont découvrir qu'une créature identique à celle sur laquelle ils viennent de faire feu est postée derrière la moustiquaire d'une fenêtre. Elle est en train tranquillement d'observer ce qui se passe dans la pièce. Ils vont alors aussitôt tirer à bout portant, hein, à travers la moustiquaire de la fenêtre et ressortir afin de vérifier si la bestiole a bien été touchée. Notons que lorsque Lucky Sutton a fait feu, il n'était qu'à 60 centimètres de la moustiquaire. Donc, il ne pouvait pas la louper, hein. Enfin, je parle de la créature. Donc, elle a reçu son tir à bout portant, hein. Et le tir, d'ailleurs, a fait un bon gros trou dans la moustiquaire. Et pourtant, une vilaine surprise les attend, car lorsqu'ils vont franchir le seuil de la porte d'entrée et se retrouver sur un petit auvent, ils vont avoir la stupeur de voir une large main griffue tendue vers eux. Ça descend de l'auvent. Elle tentera d'ailleurs d'agripper les cheveux de Billy Ray Taylor, qui est sorti le premier. En levant le nez, les 2 garçons vont découvrir que cette main appartient à une créature identique à celle sur laquelle ils viennent de tirer. Il n'y a rien par terre sur ce qu'ils pensent avoir tué, mais là, il y a du monde. Et elle se tient en embuscade sur le bord de l'auvent de la porte. Alors ils disent c'est la même, c'est une autre, ils savent pas trop, hein. Dans la seconde, Lucky Sutton va à nouveau jouer de la gâchette. Sidéré,
Les 2 garçons la verront, tomber du toit en flottant et à peine aura-t-elle touché le sol qu'elle se précipitera vers un taillis tout proche et elle disparaîtra. Ça recommence. C'est alors que Billy rêve en découvrir une autre. Celle-là est perchée sur une branche d'érable, un érable qui est tout proche. Aussitôt, il le signale à Lucky et sans perdre un instant, les deux vont faire feu sur elle. Et comme la précédente, la créature va basculer dans le vide, se mettre à flotter en douceur, sans qu'il l'ait vu faire le moindre mouvement. En un long vol sans aucun mouvement, totalement silencieux, elle va rejoindre une clôture où elle se maintiendra immobile durant quelques instants avant de bondir dans un massif de buissons où elle va se volatiliser. Ils en auront à peine fini avec elle qu'ils en apercevront une autre qui vient de surgir au coin de la bâtisse. Celle-là va prendre aussitôt des balles. Ils vont entendre à nouveau l'étrange son métallique provoqué par les impacts sur elle. Et comme les précédentes, ils la verront réaliser une surprenante culbute arrière avant de se relever et de filer se mettre à l'abri dans un taillis. Inutile de préciser que tout cela commence à faire beaucoup et que les deux amis commencent maintenant à être baignés par la panique. On a beau avoir des gros bras, quand ça commence comme ça, on a un peu les jetons. Voilà, ils se demandent ce qui les attend encore. Ce dont ils ne se doutent pas, c'est ce qu'ils viennent d'affronter n'est que le début, le hors-d'œuvre, si j'ose dire, car durant 3 heures qui vont suivre, des créatures similaires vont en effet se multiplier et surgir de toutes parts. Et elles semblent s'amuser, celles-là, à les narguer, en apparaissant une à une derrière les fenêtres de la maison. À chaque fois que l'une d'elles se manifeste, ils s'empressent de tirer dessus, hélas, les tirs continuent de s'avérer systématiquement inefficaces. Il semble au moins une fois que John Charles Sutton, frère cadet de Lucky, ait tiré mais avec un revolver, mais sans résultat. Bon, je pense qu'il était un petit peu en panique, lui. Et systématiquement, le même scénario, à chaque fois qu'il tire sur une créature, va se répéter. Elle encaisse sans broncher les projectiles qu'elle reçoit en pleine poitrine, voilà, en provoquant un étrange son métallique, avant de basculer en arrière. Et après avoir réalisé sa surprenante roulade dans les airs, elle atterrit au sol et fout, la blague qui disparaît dans la végétation. Les malheureux sont vraiment découragés. À chaque fois que leurs assaillants demeurent invisibles durant quelques minutes, ils se disent « ça y est, c'est fini ». Ils sont soulagés. C'est peut-être la dernière fois. Non, ça recommence. Et tout ça va reprendre de plus belle à chaque fois. Démoralisés, ils n'en peuvent plus. D'autant qu'à l'intérieur de la maison, les trois plus jeunes enfants, qui ont, c'est des préados ou des petits-enfants, ils sont cachés sous les lits, ils poussent des hurlements de terreur. Ils sont en larmes, ils sont terrifiés. Et évidemment, ça les stresse à mort. Vers 23 heures, Lucky et Billy Ray et tous les autres sont si terrifiés par cette invasion monstrueuse qui n'en finit jamais, et contre laquelle manifestement ils ne peuvent pas lutter, qu'ils vont se décider à fuir la ferme. Ils vont s'entasser dans 2 voitures et rouler à tambour ouvert jusqu'à Hopkinsville pour aller demander de l'aide au bureau du shérif. C'est un certain sergent Pritchett qui va d'abord les accueillir et qui ne pourra évidemment que constater leur état de panique. Il en sera de même d'ailleurs pour le shérif Russell Greenwell qui va les écouter peu après, avec beaucoup d'attention. Il va d'ailleurs les interroger séparément et sans exception, tous raconteront la même chose, à quelques détails près. Même si ce qu'ils disent lui semble sidérant à première vue, pour ne pas dire surréaliste, il ne doutera pas une seconde que ces gens sont manifestement sincères. Ils ont manifestement été confrontés à un phénomène qui les a vraiment terrifiés. Il sait aussi que Glennie Langford, qui est la matriarche du clan, est une femme de caractère, elle n'a pas froid aux yeux, et c'est pas du genre à raconter des histoires. Elle est pieuse aussi, elle est pratiquante, et elle ne plaisante pas avec les principes. Et je peux vous dire que les siens sont bien arrêtés, parce que sous son toit, la discipline est sévère. On ne boit pas, on ne jure pas, et on ne raconte pas de bobards. Attention, ça rigole pas. Et donc si elle vient à une heure si tardive pour lui conter une histoire pareille, c'est qu'elle a vraiment, la pauvre, vécu quelque chose qui l'a vraiment marqué, et peut-être, manifestement ébranlé. Un officier de police présent qui a bénéficié d'une formation médicale va prendre le pouls de Lucky Sutton
Il va constater que son cœur bat à 140 pulsations minutes. Ça s'appelle une belle crise de tachycardie, ça. Je suis une spécialiste, donc je sais de quoi je parle. Non, vraiment, ces personnes ne semblent vraiment pas délirer, se dit le shérif. Et puis après, ils n'ont pas l'air d'être alcoolisés du tout, hein. Bon, on peut penser que quand on a bu un coup un peu fort, bah, on voit des effets roses. Et là, c'est pas du tout ça. L'élocution de chacun est claire, chaque personne est précise dans ses explications, et toutes les déclarations que les personnes feront ne sont pas contradictoires. Donc il va se déplacer avec elle jusqu'à la ferme. Le shérif Grenwell décide d'aller voir, et il va être accompagné de renforts, parce qu'il dit on ne sait jamais. Donc c'est une vingtaine de policiers qui sont venus des environs. C'est une petite ville, il n'y a pas grand monde, hein. Donc il va partir avec une vingtaine de policiers, et il y a également 4 policiers militaires qui viennent d'une base militaire toute proche, peut-être d'ailleurs de la caserne d'Hopkinsville, je ne sais pas. En tout cas, sur place, une fois arrivé à la fermette, le shérif Greenwell et ses hommes ne verront jamais les créatures. En revanche, un examen minutieux de la ferme leur démontrera qu'à cet endroit, une fusillade a effectivement eu lieu. Sur l'ensemble des murs de la fermette, qui est en bois, eh bien, ils vont y trouver des impacts de balles de trous de chevrotine fraîchement tirés, ainsi qu'une poignée de douilles dispersées ça et là dans l'herbe qui est devant la maison. Ils vont constater aussi que la moustiquaire au travers de laquelle Lucky Sutton dit avoir tiré à bout portant présente 2 gros trous, ce qui corrobore bien ses dires, ceux de sa mère et de quelques autres. Bon, c'est sûr, ici on s'est manifestement défendu avec ardeur contre un danger très menaçant. Et de la cause de ce danger, les policiers ne découvriront nulle trace probante. Pas une empreinte au sol, pas plus qu'ils ne retrouveront de bouteilles d'alcool en procédant à l'inspection de la maison, parce qu'ils ont regardé partout, c'est comment sont les policiers. Et donc ça va confirmer au shérif que ces gens n'ont absolument pas bu. C'est pas un excès d'alcool qui les a mis dans cet état-là. Les policiers scruteront également les cieux, au cas où, hein, ils ne remarqueront aucune lumière suspecte dans le ciel nocturne. Ils vont aller jusqu'à la ravine aussi, où Billy Ray a indiqué qu'il a vu disparaître l'engin qui a survolé la fermette. Et leur inspection méticuleuse des lieux ne donnera rien non plus. En définitive, la police ne retrouvera aucun indice susceptible de l'orienter sur ce qui a bien pu se passer. Nul cadavre, pas de traces de sang, pas d'empreintes de pied, pas de pattes non plus. Quel que soit d'autre, hein, bon, rien. Alors que Lucky et Sutton et Billy Ray ont pourtant affirmé avec vigueur qu'ils avaient tiré à plusieurs reprises et à bout portant sur les créatures effrayantes. Dont ils souligneront d'ailleurs que ça ressemblait à rien qu'ils avaient déjà vu, hein. Au fond, est-ce que c'est si surprenant que ça? On sait en effet qu'il est arrivé à moult personnes confrontées à des entités étranges d'avoir fait feu sur elles, et il se produisait en général 2 types de phénomènes. Soit leurs armes s'enrayaient, aucun projectile n'était tiré, soit le tir avait bien lieu, mais la créature visée semblait avoir résisté aux balles et au plomb, et elle n'était jamais touchée. Et là, on a l'air de se trouver dans ce cas-là. Tandis que la police va procéder à ces investigations, la plupart des témoins qui sont épuisés vont aller se coucher. Nul doute que la présence des policiers et de quelques militaires a dû les rassurer un peu. Malheureusement, leur soulagement ne sera que de bien courte durée, comme on va le voir. Le shérif et ses hommes vont quitter la ferme vers 2h15 du matin, et un quart d'heure plus tard, Glennie Langford, qui a cette nuit-là le sommeil léger, comme on peut s'en douter, va soudain être réveillée en sursaut. À peine aura-t-elle ouvert un œil qu'à l'une des fenêtres, une lueur va attirer son attention, son regard. Et ce qu'elle découvre avec horreur, c'est la présence d'une nouvelle créature postée derrière la moustiquaire, où elle a posé ses mains griffues bien à plat. Surprise, elle va alors pousser un cri qui va alerter son fils et son copain Billy Ray. Bon, ceux-là ont jugé préférable de monter la garde, donc ils vont accourir à toutes jambes et faire aussitôt feu sur l'intruse. Une brève accalmie va suivre durant environ 1 heure,
Avant que la Valiant reprenne de plus belle. Vers 3h30 du matin, en effet, soit un peu plus d'une heure après le départ des forces de police, eh bien, les harceleuses vont en effet à nouveau se manifester en nombre. Leurs assauts ne cesseront qu'un peu avant que l'aube ne se lève. Au grand soulagement de la maisonnée, comme vous pouvez vous en douter, elles vont disparaître et ne reviendront plus, on ne les reverra plus après cela. Alors maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là dans la ferme des Sutton? Sur combien d'entités Lucky Sutton et Billy Red Taylor ont-ils donc tiré durant cette terrifiante nuit? Eh bien, ils seront incapables de le dire avec précision, comme d'ailleurs tous les autres témoins terrifiés sont réfugiés dans la maison, dont la plupart ne les auront vus que partiellement. Bon, il y en a peut-être une douzaine, une quinzaine, c'est sans aucune certitude. Ce qui est établi, c'est que tous souligneront n'en avoir vu qu'une à la fois. Jamais ces entités ne se montreront en groupe. Lucky Sutton et Billy Ray seront très affirmatifs sur ce point lorsqu'ils s'exprimeront le lendemain devant les policiers, tout comme Glennie Langford, qui n'a pas assisté à toutes les scènes, mais qui déclara elle aussi qu'elle n'a jamais vu plus d'une entité à la fois. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la photo le procès verbal de déposition de Glennie Langford. On remarquera qu'il est mentionné en bas de celui-ci qu'elle a été interrogée par le lieutenant de première classe, Charles Kirk, qui est un membre de l'USAF. Et celui-ci vient donc manifestement de la grande base aérienne de Campbell, qui est située au sud d'Hopkins. Sutton et Taylor indiqueront à la police qu'à quelques reprises, eh bien, ils ont vu les créatures se déplacer à quatre pattes à grande vitesse pour aller se mettre à l'abri, et que lorsque l'une d'elles disparaissait, une autre réapparaissait quelques instants plus tard. Il semblerait qu'au moins une soit revenue à la charge en flottant dans les airs. Même si leur apparence et les comportements de ces créatures ont terrifié tous ces braves gens, bah, ils ont souligné que pour autant, jamais, jamais elles ne se sont montrées agressives, hormis celle qui se tenait en embuscade sur l'auvent de la porte d'entrée et qui a tenté d'agripper Billy Taylor par les cheveux. Comme on le sait, elles se présentaient le plus souvent les bras levés au-dessus de leur tête, comme si elles voulaient montrer qu'elles venaient en paix. Lucky et Billy Ray souligneront encore qu'à aucun moment elles n'auront tenté de s'introduire à l'intérieur de la maison. Jusqu'à ce que survienne un incident déstabilisant pour le moins fâcheux, qui est celui qu'ils viennent de vivre. Eh bien, on peut dire que la famille avait jamais fait parler d'elle. Ces gens-là sont de bonnes personnes, courageuses, sans histoire, qui n'ont jamais eu maille à partir avec la police. Aucune d'elles ne buvait, elles étaient toutes sobres cette nuit-là. C'est ce qu'avait constaté le shérif. Alors maintenant, on se posait la question de savoir ce qui s'est passé là-bas. Alors il y a diverses hypothèses, qui se veulent rationnelles évidemment, qui ont été développées au fil du temps. Évidemment, on se posait la question de l'hallucination collective. Bah oui, ces gens auraient-ils été victimes d'une hallucination collective, comme certains ne manqueront pas de le souligner avec vigueur? Bah, cette piste de l'hallucination collective, ça me paraît complètement pas sérieux. Et ceci pour diverses raisons. Rappelons tout de même que ce sont 8 adultes et 3 enfants qui ont vécu des moments aussi surréalistes qu'effrayants. Qu'une personne ou deux puisse avoir été victime d'hallucinations parce qu'ils ont un peu picolé ou qu'ils se sont drogués. Admettons, ou qu'ils ont un problème psychique, ça peut arriver. Et que 11 personnes, dont 8 adultes, dont le bon sens n'a jamais été remis en cause jusqu'ici, aient été simultanément victimes d'hallucinations, ceci durant quelques heures, et ensuite plus rien, ça fait quand même beaucoup. Donc l'explication ne tient pas. Alors il y aura l'hypothèse du canular, montée par le trio Lucky Sutton, Billy Red Taylor et Glennie Langford. Bah oui, c'est ce qu'on va supposer. Bah, cette famille-là, bah, c'est ceux qui sont effectivement le plus épanchés auprès de la presse, qui ont le plus parlé à la police. Et alors évidemment, beaucoup diront que c'est suspect. Alors, sur la photo que vous voyez, là, on peut voir Billy Ray qui est entouré de Lucky Sutton et du beau-frère de son frère. Et lui, il est en train d'expliquer la descente de la soucoupe vers la ravine à la presse. Vous voyez, donc voilà. Donc, ils sont fait photographier. Ils étaient naïfs au début, ils n'ont pas compris que c'était le truc à pas faire. Voilà. Donc, tout le monde leur a sauté dessus et après, on leur reprochait de vouloir faire. Ah, voilà. Donc,
Est-ce que ces trois-là ont voulu monter à Calunar pour faire parler d'eux, pour se moquer de ceux, éventuellement, qui à l'époque prétendaient avoir vu des soucoupes volantes? Bon, il faut savoir qu'aux USA, dans les années 50, il n'était pas rare que la presse se fasse l'écho d'incroyables rencontres. Certains clamaient qu'ils avaient vu des êtres prétendus venus d'ailleurs, d'une autre planète, qualifiés ironiquement par la presse évidemment de martiens. Et après enquête, on s'apercevait que toutes ces histoires-là, c'était bidon, c'était des canulars, souvent avérés, et que les gens avaient surtout voulu se faire de la notoriété et accessoirement des espèces sonnantes et trébuchantes. C'était des canulars. Et dans le cas présent, il y a peu de chances que ce soit le cas. Si Lucky Sutton et Billy Ray aimaient bien faire des blagues de temps en temps, pour autant, au dire de ceux qui les connaissaient bien et qui ont mené l'enquête, jamais ils se seraient lancés dans une histoire comme ça. Une opération d'une telle envergure, ils n'avaient pas le profil, pas plus que la matriarche Lady Langford, qui n'était pas du genre à raconter des salades. Comme j'ai déjà dit, la dame avait des principes de vie plutôt rigides, et elle les imposait à son clan. Outre cela, du fait de ses convictions religieuses, elle n'aurait jamais menti, ni pour se mettre en avant, et encore moins pour en tirer profit. Ainsi, elle ne serait jamais lancée dans une telle entreprise, et ne l'aurait surtout jamais cautionnée, qui plus est, en impliquant la police. Beaucoup ont d'ailleurs soutenu, avec raison, que si on veut monter un canular, il est plus simple d'alerter la presse plutôt que la police, en raison des inconvénients que ça peut présenter si par la suite on découvre que vous avez menti. Lorsque les journalistes se sont pressés à la ferme dès le lendemain, et ceci durant les jours qui ont suivi, jamais ces trois-là, que leurs questions ont très vite importuné, ne se sont mis en avant, pas plus qu'ils n'ont tenté de monnayer leurs confidences. Ici, vous pouvez voir à l'image Lucky Sutton et Billy Ray en train d'expliquer à des journalistes la scène où la créature se trouvait sous l'auvent, tentant de saisir Billy Ray par les cheveux. Cette photo sera publiée, ça sera le premier journal qui publiera, je crois, c'est le Kentucky New Era, et immédiatement, il y a cette photo. Et sur celle-ci, que vous voyez maintenant à l'image, Lenny Langford est en train de désigner les trous qui sont produits par les tirs de son fils dans la moustiquaire d'une fenêtre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens se sont simplement bornés à expliquer ce qu'ils ont vécu, mais sans plus. Et rapidement, vu l'ampleur que ça va prendre et les ennuis en tout genre que ça va leur causer, ils vont s'en mordre les doigts, se mordre les doigts d'avoir parlé, y compris à la police. Ils ne vont pas supporter le harcèlement intense des journalistes et des curieux. Lenny Langford se plaindra d'ailleurs amèrement d'avoir dû faire la chasse à tous ces curieux venus de partout dès le lendemain qui ont envahi sa propriété. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Lucky Sutton n'a pas hésité à poser une pancarte à l'entrée de la ferme, réclamant aux curieux 1 $ pour pouvoir y entrer et 10 $ pour obtenir davantage d'informations, ceci dans l'espoir de les décourager. Parce que les gens à la campagne, ils veulent voir gratuit, hein. Il n'y a pas qu'à la campagne, remarquez bien. Et comme on lui en fera le reproche d'avoir demandé de l'argent, il aura l'occasion d'expliquer que s'il agit ainsi, c'est pour avoir la paix et cesser d'être importuné par ces indélicats qui se permettent de déambuler comme dans un moulin sur son territoire à toute heure du jour et de la nuit, avec toutes les conséquences et les dégâts que ça suppose. Parce que c'est un monde fou qui a débarqué là-bas, hein, un monde fou. Il faut d'ailleurs souligner que 10 jours après cette nuit fatidique, la famille Sutton Langford n'en peut plus. Elle va plier bagage et abandonner la ferme pour partir se réfugier en Indiana. Le bardome est devenu insupportable. Certains ont aussi évoqué la possibilité d'un canular qui aurait été monté par des petits plaisantins qui auraient voulu jouer une farce au Sutton. Bon. Mais vu ce que les membres de la famille ont décrit, ça tient pas debout, évidemment. Même des plaisantins acrobates bien entraînés n'auraient certainement pas réussi à réaliser les exploits auxquels se sont livrés les créatures. Alors la question qu'on peut naturellement se poser est celle qui touche à la nature des créatures qui se sont manifestées dans cette humble fermette proche d'Hopkinsville durant cette nuit d'été de l'été 1955. Étaient-ce des créatures extraterrestres ou est-ce que c'était autre chose? Alors évidemment, ce que tout le monde va essayer, beaucoup vont essayer de dire, c'est que c'était tout à fait rationnel. Il y aura plusieurs hypothèses qui vont être posées. Et on va commencer d'abord par ce qui paraît, à mon sens, pouvoir être une visite extraterrestre. Alors, il faut savoir, vous le savez d'ailleurs, que Billy Ray Taylor a observé un ovni en allant chercher de l'eau au puits
Mais certains diront que c'était une météorite. Alors, ovni ou météorite? Alors, il y a eu des choses bizarres ce soir-là, et notamment une boule de feu qui a été signalée vers 18 heures par divers habitants de Kelly. C'est une petite bourgade qui se trouve à quelques kilomètres de la ferme des Sutton, et notamment par un certain Ernest Lang. Il était 18 heures. À 18h30, autre boule de feu également observée par des militaires, depuis deux endroits différents dans le secteur d'Hopkinsville, et aussi par des militaires basés à Campbell, la grande base aérienne de Campbell, qui se trouve à 22 kilomètres au sud d'Hopkinsville. Un policier, alors là on est à 18h30, un policier va déclarer pour sa part avoir été le témoin d'un passage de météorite venant du sud-ouest, cette fois vers 23 heures, et il a souligné que le phénomène était accompagné d'un bruit épouvantable, assourdissant, dira-t-il. Ces observations étaient faites vers la fin du mois d'août. Alors bon, généralement, c'est la saison des étoiles filantes. On a les Perséides et les Capacinides. C'est courant à cette époque-là, donc tout le monde va se dire, c'est la saison, donc c'est ça. Et puis bon, il y a des petites météorites de petite taille qu'on voit à ce moment-là, pendant ces pluies d'étoiles filantes. Mais c'est des petits trucs, c'est jamais sonore. Vous le savez. On distingue des petits points de lumière, ça passe comme ça dans le ciel, c'est rarement des boules de feu. C'est exceptionnel, mais là, il y en avait une série, hein. Pour sa part, Billy Taylor a été formel, ce qu'il a vu venir du sud-ouest, en allant puiser de l'eau au puits, a survolé silencieusement la ferme à 19 heures, avant de perdre de l'altitude et d'aller se poser un petit peu plus loin dans une ravine. Il en a fait une description d'autant plus précise qu'il y faisait encore clair à ce moment-là. Ce qu'il a vu donc distinctement la forme discoïdale qui se déplaçait en laissant dans son sillage une traînée lumineuse aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il a souligné qu'il s'agissait d'un engin brillant dont la base et le sommet étaient arrondis, qui semblait fait de métal. Par la suite, il n'est jamais revenu sur sa déclaration. Ainsi donc, ce qu'il a décrit n'avait manifestement rien à voir avec une étoile filante ou une boule de feu. C'était bien différent de ce qu'ont observé les autres témoins, ceux que j'ai évoqués en tout cas. Et contrairement à ce que la presse ainsi que certains ufologues sceptiques de tout poil ont cru bon de soutenir avec insistance, Billy Ray Taylor n'a jamais prétendu dans un premier temps avoir vu une étoile filante pour se reprendre ensuite et déclarer plus tard avoir vu un ovni. Tout ça, ce sont des salades. Alors, à propos des créatures, hormis les enfants mineurs, tous les adultes présents dans la fermette de Glen Fort ce soir-là, en cette nuit mouvementée, ont été interrogés par les services de police et quelques militaires. Et Bud Ledwith, qui est un ingénieur de profession et par ailleurs un animateur de la radio Watt qui se trouve à Hopkinsville, a réalisé une enquête parallèle à la police. Et une enquête que l'on peut qualifier de remarquable. Le 27 août après-midi, il s'est déplacé à la ferme de Glennie Langford afin d'interviewer les témoins. Il dira les avoir sentis sincères et encore sous le choc de ce qu'ils ont vécu la nuit précédente, ce qui va l'inciter à aller plus loin. Et il va se montrer très méthodique et efficace dans l'enquête qu'il va mener. Comme il a récemment lu dans un magazine que des dessinateurs travaillaient avec la police pour réaliser ce qu'on qualifie aujourd'hui de portrait robot, ça lui a donné une idée. Il se trouve toutefois qu'autrefois, d'ailleurs, il a pris le dessin, qu'il a encore un bon coup de crayon. Et alors, pourquoi ne pas réaliser à chaud des représentations des créatures, selon les détails donnés par ces hommes et ces femmes? Évidemment, certains partisans de l'hypothèse rationnelle n'ont pas plus tard de laisser entendre que Bud Ledwith, qui ne rejetait pas l'idée de l'existence de créatures extraterrestres qui pourraient visiter notre planète, les aurait influencés largement pour que les descriptions qu'ils ont fait des créatures puissent se faire penser qu'il s'agissait d'extraterrestres. Ceci est radicalement faux, comme vous l'allez voir, parce que Ledwith a fait des déclarations et ces déclarations n'ont jamais été remises en cause. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. J'emmenais avec moi l'un des agents de police afin d'avoir un témoin de mes actions qui puisse veiller à ce que ni par mes propos ni par mes actes, je n'influe sur les dépositions des témoins. À mon arrivée à la ferme, tous les hommes étaient partis à vaquer à leurs occupations et les femmes ont accepté d'être interrogées. Les dessins vont se préciser sans que j'intervienne de manière quelconque
pendant les déclarations des femmes. Elles étaient certaines de ce qu'elles avaient vu ou pas. Il me suffisait donc de suivre leurs indications quant aux formes du visage, des yeux, des mains et du corps. Et si je risquais à émettre l'ombre d'une supposition à propos de tel ou tel trait, elles me corrigeaient aussitôt. Très vite, l'apparition, donc la créature, commençait à prendre forme. Les yeux étaient ronds comme des soucoupes, grands et écartés d'au moins 18 centimètres. Ils semblaient placés latéralement à mi-hauteur de la tête. Le crâne était rond et complètement chauve au sommet. Nous en vînmes au corps. Personne ne pouvait affirmer si elle avait ou non un cou. Alors, j'ai pas dessiné de cou. Sur les femmes, le corps était mince, tout droit et sans forme. Les bras étaient bizarres, presque 2 fois plus longs que les jambes. Les mains étaient énormes et massives. La seule chose qu'aucune d'elles ne put décrire, c'était le nez. J'essayais d'en dessiner un, mais comme elles étaient sûres de rien, alors je les gommais. Bud Lewitt aura travaillé avec les femmes durant 3 heures et il soulignera qu'elles se sont montrées amicales et plutôt détendues avec lui. Il va revenir dans la soirée pour procéder de la même manière avec les messieurs, évidemment toujours accompagné d'un policier. Comme il est arrivé avec un peu d'avance, il aura le temps d'observer ce qu'il se passe à la ferme. Il dira ainsi avoir vu, allant dans les 2 sens, des files de voitures longues d'au moins 800 mètres. La ruée des curieux. Vous voyez l'enfer qu'ont vécu ces braves gens. C'est une horreur. En tout cas, méthodique, Bud Lewitt va faire en sorte qu'à leur retour d'Evansville, les hommes ne puissent pas s'entretenir avec les femmes. Et voilà ce qu'il va dire de cette séance de travail avec ces messieurs. Puis Lucky Sutton pénétra dans la maison comme un ours aimable. Il tourna les yeux vers la table où j'avais posé mon croquis. Il s'assit sans dire un mot, le contempla et dit « Non, le visage est presque rond, il ne se termine pas en pointe. » Nous entreprîmes aussitôt le dessin des hommes en nous inspirant de celui des femmes et en faisant les modifications qu'il nous indiquait. On ne s'accordait pas sur la bouche. Lucky demeurait intraitable. Il ne devait pas y avoir de bouche. J'ai mis d'accord les témoins en traçant un trait d'une oreille à l'autre. Bud Lewitt donnera aussi ses impressions au sujet du comportement des témoins, ce qui ne manque pas non plus d'intérêt. Il va dire que ces 7 personnes m'avaient fait des récits quasiment concordants et décrit les créatures de manière à peu près identique. Or, 7 personnes qui auraient voulu inventer une histoire et fabriquer des descriptions aussi voisines n'auraient pu le faire sans se concerter préalablement pour décider précisément de ce qu'elles allaient raconter. Or, ces 3 hommes étaient partis très tôt le matin pour Evansville et n'étaient pas revenus de la journée. Donc, ça concordait, tous les témoins disent à peu près la même chose, quelques détails. Bud Lewitt soulignera aussi que ces 3-là, qu'il a questionnés un à un, n'ont pas été du genre à dire oui ou non à toutes les questions qui étaient posées. Il a également constaté qu'ils ne sont jamais revenus sur ce qu'ils avaient déjà affirmé, même lorsqu'il a tenté de les pousser dans leur retranchement dans le but de les amener à se contredire. Concernant Lucky Sutton, il n'hésitera pas à dire de lui qu'il n'était précisément pas un homme à être poussé dans ses retranchements. On peut penser ainsi que le bonhomme n'a pas dû être très commode ni amical. Lewitt fera un dessin spécifique en fonction des déclarations faites par chaque témoin. Il demandera d'ailleurs à chaque témoin de signer le dessin réalisé sur la base de ses dires. Il dessinera aussi ce qu'il qualifiera de portrait robot, réalisé sur la base des détails communs résultant des dires des différents témoins, hommes et femmes, et se félicitera d'avoir fait les choses aussi rapidement. Il reproduira également l'engin que Billy Ray Taylor dit avoir vu, vous voyez le dessin, en prenant soin de bien respecter tout ce qu'il a décrit. On peut considérer que les interrogations qu'il a menées avec la rigueur d'un professionnel ont constitué le premier rapport complet de l'incident qui s'est produit à la ferme Langford-Sutton. Il ne manquera pas aussi de déplorer qu'après cela, les journalistes n'aient pas hésité à déformer l'histoire pour la rendre plus attrayante en se fondant essentiellement sur des racontables. Quelques dessins de Bud Lewitt seront rendus publics des années plus tard, notamment ceux de Glennie Langford, Billy Ray Taylor et de Lucky Sutton. Il y aura également des dessins réalisés par Gary Hodgson, qui est un soldat de première classe appartenant à la 101e division aérienne aéroportée, basée à Fort Campbell. Celui-là a été dépêché par sa hiérarchie afin d'enquêter avec la police. Et alors, voilà, vous voyez à l'image les croquis.
Donc il a réalisé, ces croquis que vous voyez à l'image sur les dires des témoins qu'il a lui aussi minutieusement interrogés et un rapport d'enquête a probablement été établi par l'armée. Ça, c'est certain. Et bon, il y en a aucune trace. J'ai essayé de chercher, impossible de retrouver quoi que ce soit. En 1956, Isabelle Davis, une New-Yorkaise qui a fondé en 1954 le CSI, qui veut dire Civilian Saucer Intelligence, un groupe ufologique amateur va enquêter sur le cas de Kelly Hopkinsville. Je précise que cette femme a publié divers articles et livres sur des cas de rencontres rapprochées, dont certains cas sont ceux sur lesquels elle a enquêté avec son équipe. Et parmi ces cas, elle avait évidemment évoqué l'affaire de Kelly Hopkinsville. Cette femme est une femme sérieuse, elle n'est pas toute jeune, elle est passionnée par les extraterrestres. Et elle a également apporté son concours pour que soit traduit en version anglaise et publié aux USA les livres du célèbre français Aimé Michel. J'apprécie beaucoup. Et plus tard, elle rejoindra durant un temps le célèbre NICAP, qui est une association ufologique privée américaine, et elle cofondera plus tard le FUFOR, qui est également un groupe privé ufologique américain. Donc je vous dis, c'est pas n'importe qui, c'est une experte. Et elle va déclarer pour sa part que les Sutton Langford s'en sont toujours tenus à la version de leur histoire, qu'ils se sont obstinés à clamer contre vents et marées, contre l'adversité, qu'ils ont dit la vérité, c'est manifeste, les adultes comme les enfants. Nuls n'ont jamais dédié ni ne s'est désavoué, même sur des détails mineurs. Et comme elle le soulignera, dans un article publié en 1978 par la revue du Cuff une association ufologique fondée par Alan Hynek en 1973, donc bien après qu'il ait quitté, que le projet Blue Book sur lequel il intervenait se soit arrêté, elle va dire ça, hein. Les Sutton ne semblent à aucun moment avoir tenté de faire marche arrière afin d'être à nouveau bien vus de leurs semblables, parce qu'ils n'ont pas été bien vus, croyez-moi. Leur entêtement, rien de moins que payant à ne pas céder un pouce de terrain, ne prouve pas la véracité de leur histoire, mais nous éclaire un peu sur leur caractère. C'est des gens, quand ils disent un truc, ils s'y tiennent. Voilà. Alors, en définitive, justement, parlons du projet Blue Book, qu'est-ce que Blue Book a dit? Il faut savoir que quelque temps plus tard, Bud Lewitt, qui a réalisé les dessins des créatures, va avertir le docteur Alan Hynek de l'incident qui s'est produit à Hopkinsville. Hynek collaborait donc à cette époque au projet Blue Book, dont je rappelle qu'il avait pour vocation d'étudier les ovnis et les occupants, et ceci de 1952 à 1969. Puis aussi d'un peu de décourager les gens, parce qu'il y en avait beaucoup à cette époque-là, et bon, voilà, c'était un peu gênant. En tout cas, il se trouve que quelques mois après l'incident d'Hopkinsville, Bud Lewitt, qui était avant tout un ingénieur de haut niveau, va être recruté pour travailler avec Hynek afin de participer à l'élaboration d'un système de repérage de satellites et ils collaboreront pendant 2 ans. Alors évidemment, la proximité aidant, Ledwid confiera évidemment à Hynek tout ce qu'il sait de cette affaire. Il lui remettra également ses rapports, ses notes, ses croquis originaux. Pourtant, Hynek déclara apparemment que le cas d'Hopkinsville lui semble absurde, pour ne pas dire de nature à offenser le bon sens. On ignore s'il a enquêté sur le cas, car rien ne figure en ce sens dans les archives du projet Blue Book que j'ai cherché. La seule chose qu'on trouve dans ces archives concernant le cas de Kelly Hopkinsville est une note non datée relative à une conférence donnée par l'Air Force sur le programme OVNI. À la rubrique canular évoquée lors de cette conférence figure la liste des cas considérés comme tels. Il est mentionné, je cite, l'affaire des petits hommes verts d'Hopkinsville. Sans plus de commentaires. On peut aussi trouver dans les archives de Blue Book la fiche correspondant à la classification de l'incident d'Hopkinsville, catégorisée CP, ce sont des majuscules, c'est l'abréviation de crackpot, ce qui peut se traduire par cinglé. Il figure également la mention inexpliquée, ce qui justifierait qu'aucune enquête officielle n'ait été menée. Il faut savoir qu'il n'y avait jamais aucune enquête de menée pour tout ce qui était catalogué crackpot. Alors, ces créatures sont connues, comme vous le savez, pour certains, comme étant les gobelins d'Hopkinsville. Alors, est-ce que ça serait des visiteuses, ce qu'ils ont vu, venues d'ailleurs, en l'occurrence extraterrestres?
qui ne sont pas extraterrestres. Enfin bon, voilà. On ne sait pas trop. Alors, il y a des hypothèses rationnelles, évidemment, qui vont être avancées. Alors, il y en a une qui va faire, mais alors, là, croyez-moi, c'est celle d'un grand-duc. Ils auraient vu un grand-duc ou une chouette géante. Et d'après certains débunkers, les membres de la famille Sutton-Langford se seraient mépris évidemment sur la nature des créatures qu'ils auraient vues, qui étaient en réalité des rapaces nocturnes. Et on va marteler que ce sont des grands-ducs. Et cette hypothèse va en séduire plus d'un, il faut bien le dire, à commencer par les sceptiques de tout poil, qui se sont révélés légion sur ce coup-là, mais aussi nombre d'ufologues qui ont classifié ce cas, évidemment, dans la gamme de ceux qui font partie du folklore ufologique. Cela dit, cette hypothèse voulant démontrer la confusion entre des créatures avec un grand-duc, qui se veut évidemment rationnelle, cette belle hypothèse, peut-elle vraiment être considérée comme sérieuse? Et je précise qu'on la doit à Renaud Leclès, qui est un ufologue français, auquel nombre de sceptiques ont emboîté le pas avec délice, toujours en rajoutant toujours un peu plus au fil du temps, ce qui a fait que bon, c'est parti en live, hein. En tout cas, cette hypothèse qui se veut rationnelle, mais que je qualifierais personnellement audacieuse, et encore je suis polie, veut que les témoins aient pris pour de grands oiseaux de nuit, pour des créatures extraterrestres ou de grands oiseaux de nuit, quoiqu'à ma connaissance, ils aient jamais dit que c'était extraterrestre, hein. Ils ont dit on a vu des créatures, c'était bizarre, ça ressemblait à ça. Voilà. Bon, évidemment, on pouvait le penser. Ils avaient certainement cette arrière-pensée, mais ils n'ont jamais dit, je crois, à ma connaissance. D'après l'hypothèse de Leclès, soutenue par nombre d'autres, il serait agi, en l'occurrence, de grand-duc, donc, dont la longueur pour cet oiseau ne dépasse pas les 65 cm. Je parle du corps, hein. Si on rajoute les pattes dépliées, leur hauteur peut varier entre 75 cm et 1 m de haut. Pour quelques-uns, les témoins auraient pu confondre les entités étranges auxquelles ils ont été confrontés avec des chouettes effraies. Alors là, vous voyez une chouette effraie. J'avoue que là, sur le coup de la chouette effraie, j'ai un peu de mal à suivre. Bon, vous voyez que ça a une face toute ronde, elles sont de taille moyenne, pas plus de 40 cm en moyenne, c'est tout petit. Pas tout à fait ce qu'ils ont décrit, hein. Elles sont aussi dépourvues d'aigrettes, vous voyez, elles ont une tête bien ronde, mais il n'y a pas les petites oreilles. On peut manifestement écarter la piste de ce petit rapace nocturne, car ce qu'ont décrit les braves gens, ça n'a rien à voir. Il y a les appendices proéminents, c'était grand, enfin, c'était pas du tout ça. Mais poursuivons. D'après Leclès et nombre d'autres qui ont adhéré à sa brillante théorie, ces les mains griffues des créatures décrites par les témoins auraient été des cerfs de rapaces, évidemment. Moi, je veux bien. Sauf qu'il faudrait éclaircir un petit détail qui me semble avoir son importance. Billy Ray et les membres de la famille Sutton ont en effet affirmé avoir vu distinctement la bouille des créatures qui se tenaient immobiles derrière les fenêtres, en même temps que ces petites papates, ces petites mimines griffues qui étaient posées sur les moustiquaires. Je me pose d'ailleurs la question, comment un grand-duc ou tout autre rapace aurait pu se livrer à un tel exploit? Que je sache, les cerfs des rapaces, ça se trouve au bas des pattes, à l'extrémité. Pour poser les serres sur la moustiquaire de la fenêtre, le grand-duc n'aurait donc eu d'autre choix que celui de basculer en arrière pour mettre ses pattes comme ça. Et pour se maintenir dans cette posture, je vois pas comment il peut faire au-delà de 2 ou 3 secondes, et encore je suis gentille. Ceci du fait de son poids et de l'envergure de ses ailes. Bah oui, il a des ailes de 91 cm à 1,53 m, et on est au rez-de-chaussée avec une fenêtre basse. Comment fait-il? Et les fenêtres là se trouvent au rez-de-chaussée. Je pense pas du tout que l'oiseau aurait pris le risque de basculer en arrière, sauf à se blesser, hein. Les oiseaux en général savent ce qu'ils font, ils ont de la jugeote. Et donc c'est un grand-duc. Si c'est un grand-duc ou tout autre rapace, il n'aurait pas été possible, à partir du moment où elle est pattes comme ça, de voir sa tête comme ça. Les deux en même temps, simultanément, ça n'est pas possible. Donc, si les témoins ont vu simultanément la tête et les papates, les mimines plus exactement, les grosses mimines griffues de la créature, qui plus est se tenait immobile, elle regardait comme ça, c'est que c'est pas des rapaces. Tout ça, ce n'est que du simple bon sens. Je comprends pas que les gens ils aient marché dans une combine pareille. Et d'ailleurs, si vous voyez là à l'écran la photo, regardez la photo de Glennie Langford qui montre les trous
2 balles dans la moustiquaire, on remarque que le rebord de la fenêtre est placé très bas, hein, c'est bien ce que je disais. Donc un oiseau, de costaud, sur le rebord, qui est doté d'ailes comme ça, qui bascule en arrière, bah, il va les agiter pour garder son équilibre et il pourra pas se renvoler. S'il est au rez-de-chaussée, dougne, il se casse la figure sur le sol, il se pète une aile. Donc ça ne tient pas debout, hein, vraiment, j'ai réfléchi à tout ça, ça tient pas la route. Et puis on n'a pas fini avec les sceptiques, parce que qu'est-ce qu'ils vont balancer après? Oh, les bras, les longs bras grêles grêles là, qui levaient vers le ciel. Ah bah c'était les rémiges, les plumes des grandes ailes du grand-duc. Moi je veux bien, mais enfin, euh, donc un grand-duc qui se pose au sol, pour eux, ça fait ça, et ça ressemble à des bras grêles. Bah moi je veux bien, mais enfin bon, voilà une photo où vous voyez un grand-duc qui est en train d'atterrir. Il y a quelque chose de bizarre. Ces ailes ressemblent-elles à des longs bras grêles? Non, c'est pas vraiment ce que je vois. Et l'extrémité des ailes ressemble-t-elle à des grosses mains griffées? Bah, c'est pas ce que je vois non plus, hein. Donc c'est vraiment se foutre du monde de soutenir ça. En attendant, selon les partisans de l'hypothèse du Grand-Duc, lorsque Lucky Sutton et Billy Ray ont tiré sur la créature qui était postée sur la branche d'un érable, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et qu'elle a basculé dans le vide pour rejoindre en flottant une clôture avant de se cacher dans un buisson, eh ben, d'après ces sceptiques, c'était un des vols planés du rapace. Et d'accord, alors vous avez le rapace qui se laisse tomber. Donc il va toujours donner un coup d'aile à un moment. Et ce coup d'aile, ça fait du bruit. Et quand il va atterrir, il va faire ça. Ce que les êtres, les Sutton et Langford ont décrit, ils ont dit, il n'y a jamais eu un bruit. Et on n'a jamais vu quoi que ce soit. Donc ça colle pas, hein. À un moment, la bestiole aurait battu des ailes, même si on plane, ils font ça au moins une fois, ne serait-ce que pour s'orienter. Donc ça aurait fait du bruit. Voilà. Donc un truc qui flotte dans les airs et qui fait pas de bruit et qui bat pas des bras, parce qu'il aurait pu battre des bras aussi, ils ont jamais dit ça. Ils ont dit ils avaient les bras comme ça ou rien, ou aux pieds, plus long que les genoux, donc c'est pas ça. Donc cette histoire ne tient absolument pas debout. Et puis de toute façon, tous les témoins n'ont jamais évoqué de plume ni rien du tout, que des longs bras grêles, et ça ne peut en aucun cas être confondu, si je puis dire, avec un oiseau rapace, hein, ce qu'ils ont vu. Alors il y a les oreilles pointues, touc touc touc, qui ornaient la tête des créatures. Bah, il sera en fait agi, alors il les avait comme ça, hein, les créatures. D'après les sceptiques, bah, c'était les petites aigrettes qui ornent le dessus de la tête du grand-duc. Vous avez vu qu'il a des petits trucs. Alors il paraît que ces petites aigrettes se redressent comme des cornes lorsque le grand-duc est sur le qui-vive. C'est pas du tout ce que les témoins ont vu et décrit. Ils ont décrit des grandes écoutilles sur le côté, de chaque côté de la tête. Et pour ce qui est des sons métalliques que Sutton et Taylor ont entendus lorsque leur balle atteint leur cible, l'explication donnée par les partisans du Grand-Duc, bah, c'est que ceux-là tiraient comme des pieds, ils ont manqué leur cible et leurs plans sont partis sur de la ferraille qui traînait dans la cour. Bon, moi je veux bien, hein. Être aussi mauvais tireur quand on est chasseur, parce que c'est le cas de ceux-là, bah, c'est quand même extraordinaire. Je veux bien croire que nos deux compères soient trouvés en état de panique, mais autant au point d'être si nuls, surtout quand on défend sa vie, parce que c'était le cas dans leur tête, je crois pas, hein. Et puis, il me semble que les militaires et les policiers qui sont déplacés durant la nuit fatidique auraient pu peut-être retrouver un petit quelque chose de ces supposés rapaces, ne serait-ce qu'une petite plumette, vous voyez? Bah ouais, ils ont bien retrouvé quelques balais de plomb, mais par terre, pas dans des objets métalliques. D'abord, il n'y en avait pas dans la cour à part les voitures. Mais rien de tout ça. Rien de pas de plumes, pas de plomb dans de la ferraille, pas rien. Puis tant qu'à faire, d'aucuns vont prétendre aussi que ce son métallique aurait pu être le cri de la femelle grand-duc qui pousse un gouigne sonore. Bon, on est bien, mais enfin bon. Ils doivent connaître ces braves gens.
Bah oui, ils vivent dans la nature, donc quand il y a un rapace qui fait du bruit, même quand on sort de la ville, comme ça a été mon cas, on sait ce que c'est qu'un cri de hibou. Un rapace nocturne, il y a des cris différents en plus, très particuliers. Bon, donc s'ils ont pas reconnu ça, moi, d'être demeurés profonds, ce qui semblait pas être leur cas, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Ils ont entendu un son métallique. On se souviendra encore que Lottie Sutton et Billy Taylor, Ray Taylor, ont affirmé qu'au tout début de l'attaque supposée des créatures, ils avaient distingué dans un massif de buissons une lueur étrange. Et que quelques secondes plus tard, ils avaient vu apparaître à 5 ou 6 mètres d'eux une petite créature humanoïde courte sur pattes, à l'aspect plutôt effrayant qui se déplaçait tout en se balançant. Bah ouais, tous les sceptiques se sont mis à beugler. Allons, soyons sérieuses, que ces braves garçons ont vu. Cette lueur blanche qu'ils ont vue dans les buissons, bah, c'était que le plumage blanc du rapace, qui est apparent à certains endroits de son corps, notamment sur la gorge et sur le poitrail. Plumage ventral et facial, c'est surtout la gorge qui est blanche, mais en fait, le plumage ventral facial est très brillant. Pourquoi? Parce que la bestiole, pour le garder imperméable, se lisse sans arrêt les plumes. Ouais, tout ça c'est bien joli, mais il y a un petit bémol. On sait que le Sutton et Taylor sont sortis parce que le chien terrorisé essayait de se cacher sous la maison et qu'il aboyait. Et quand ils ont vu ce qui brillait, là, la lumière, la lueur, bah, ils n'avaient pas de lampe torche à ce moment-là. C'est donc pas la lumière de leur lampe torche qui s'est reflétée sur le grand-duc, ou tout autre rapace nocturne d'ailleurs. Donc ça ne tient pas debout. Une énième explication a été donnée par les défenseurs de l'hypothèse de la confusion avec un grand rapace pour tenter d'expliquer cette lueur. La thèse des chouettes luminescentes, qui aurait été observée aux États-Unis en 1907 et en 1908 notamment, et pas que. Pour sa part, l'astrophysicien Donald Menzel, qui a participé lui aussi au projet Blue Book et qui a été un fervent partisan de la thèse de la confusion avec un rapace nocturne, va expliquer doctement que de grands hiboux et des chouettes luminescentes, en particulier des chouettes effraies, auraient été observés dans divers pays. Bah oui, il va soutenir ça à fond, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne et bien sûr aux États-Unis. Et ceci depuis la toute fin du XIXe siècle. Et selon Menzel, ces oiseaux nocturnes seraient devenus luminescents du fait de champignons bioluminescents qui auraient imprégné leur plumage. Bon, il y a ça, mais il y a le reste. Alors qu'un scientifique de ce niveau, astrophysicien quand même, puisse soutenir cette hypothèse de chouette qui n'a ni queue ni tête, me laisse pantoise. Remarquez bien, ça n'a pas grand-chose d'étonnant, puisque Menzel était connu pour avoir été l'un des principaux et des plus actifs débunkers au sein du projet Blue Book. Il n'a d'ailleurs jamais eu de cesse de clamer que tous ceux qui prétendaient avoir vu des ovnis, voire leurs occupants, étaient des gens qui avaient été victimes d'hallucinations ou qui avaient commis, évidemment, des erreurs d'interprétation. Et comme par exemple, dans le cas qui nous intéresse, il dit que l'erreur d'interprétation, c'est d'avoir confondu un grand-duc avec un extraterrestre. Bon, afin de mettre en échec le fait que Sutton et Taylor aient pu repérer une lueur dans un massif de buissons, juste avant que la première créature n'en émerge, une autre explication sera encore donnée. Et cette fois par un journaliste qui est venu sur place le lendemain ou le surlendemain de l'incident. Et celui-ci écrira dans un article qui sera publié le 23 août 1955 avoir trouvé un papier d'aluminium dans ces buissons, celui-là même où Sutton et Taylor et Billy Taylor ont dit avoir trouvé avoir aperçu la lueur. Bah quelle aubaine! Dès lors, la lueur ne pouvait être que le reflet de la lumière sur la lune. Ah oui, sauf que quand ils sont sortis, ils n'avaient pas de lampe torche. Donc pour que si ça se reflète et que ça étincelle, il faut qu'il y ait de la lumière. Il n'y en avait pas. Et c'était le paysage était dans la pénombre. Bah, c'est donc si ça c'était du papier d'alu, bah, ils n'auraient pas pu le voir dans le noir, quoi. Et puis il me semble que, de mémoire, les squads de policiers et de militaires qui a méticuleusement fouillé tous les alentours de la ferme, y compris les buissons, n'ont jamais mentionné à ma connaissance la présence d'un morceau de papier d'alu dans un buisson, ou ailleurs. Alors, est-ce un truc de journaliste sceptique? On sait que certains
Ceux-là n'ont pas manqué d'imagination jusqu'à aller affirmer que les créatures auraient été toutes vertes. Bon, au grand jamais, les témoins n'ont dit ça. Ils ont toujours soutenu que la couleur des créatures était un gris argenté qui avait l'aspect un peu métallique, brillant. Enfin bon, à l'époque, le mythe des petits hommes verts, ça y allait, hein. Dans les années 50, les martiens tout verts étaient très en vogue. Donc, ça n'a pas dérogé aux habitudes. Le dernier argument qui a été, comment dirais-je, donné par Renaud Leclès et les partisans de l'hypothèse du Grand-Duc sera que cet oiseau se montre évidemment très actif du crépuscule à l'aube, lors de l'élevage, au moment de l'élevage de ses petits, qui bon, se fait en général de mai à septembre-octobre. Donc, comme l'apparition des créatures s'est produite au mois d'août, ça tombe pile poil. Puis tant qu'à faire, il dira aussi qu'il devait y avoir certainement un nid dans les parages, il y avait un bois tout proche de la ferme, voilà pourquoi les rapaces ne cessaient de revenir pour défendre leur territoire et protéger leurs petits. Bon, je rappelle à nouveau que tous les témoins étaient issus de la campagne profonde, d'un milieu rural, qui vivait en pleine nature, qui connaissait toutes les espèces qui vivaient là-dedans. Donc on ne peut pas confondre un grand-duc avec ce qu'ils ont vu précisément. C'est vraiment leur faire offense que de continuer à dire des choses pareilles. Et pour en terminer, je ferai remarquer que les yeux des créatures se trouvaient sur les côtés. Ce qu'ils ont vu, c'était sur les côtés. C'était écarté de 18 centimètres, comme on l'a vu, comme l'ont précisé les témoins à Bud Ledwith notamment. Ça émettait une forme de lumière. Bon, ça n'a rien à voir avec l'œil du grand-duc. Voilà. Je vous remonte d'ailleurs la photo du grand-duc en question. Donc ça correspond à rien de... C'est complètement ridicule. Voilà. Et parmi les débunkers qui ont œuvré pour démolir ce coffre, il y avait aussi un certain John Albert, qui était un major de l'US Air Force, qui va soutenir en 1957 que les gens de Langford Sutton, ce qu'ils ont vu aurait été en fait un singe. Un singe couvert de peinture argentée qui serait échappé du cirque King qui s'était installé à l'époque à côté d'Hopkinsville. Enfin bon, bref. Le hic, c'est que l'affirmation est purement gratuite. Jamais le cirque n'a signalé la disparition d'un animal, d'un singe ou autre chose. Personne n'a jamais vu de singe déambuler dans les parages. Et puis, à ma connaissance, un singe commence à s'exprimer à grands cris et il ne sait pas l'éviter, hein. Singe, ça fait du bruit. Et là, silence radio. Et puis bon, même si un singe apprend à faire des roulades ou des machins, il vole pas en l'air, hein. Voilà. Bon, apparemment, et d'après mes recherches, il se pourrait que ce militaire ait été lui aussi rattaché à Fort Campbell, la valse de Fort Campbell, comme certains militaires qui sont venus interroger les témoins avec les policiers. Fort Campbell, j'en dis deux mots quand même. C'est l'une des plus grandes bases américaines en raison de sa superficie, c'est énorme. Il y a un nombre de militaires et de leurs familles qui est incalculable. C'est une vraie grande ville. Et la base abrite plusieurs divisions aéroportées, dans la prestigieuse 101 division aéroportée. Et c'est la seule division d'assaut aérien de l'armée américaine. Voilà, j'ai dit deux mots sur Fort Campbell. Donc c'était une région militaire avec une base aérienne à côté. Je dis ça comme ça. Donc, bon, on a vu le volet extraterrestre ou non extraterrestre, passons à autre chose. Ces créatures-là auraient-elles été des créatures élémentales ou bien appartenant à ce que certains appellent l'infrafaune? Certains ont avancé qu'elles pourraient peut-être s'apparenter à des créatures qui sont connues sous le nom de Manegishi ou Memegwezi. Et c'est les Amérindiens Cree, Chippewa et les Ojibwa du Montana qui les connaissent. Et celles-là sont décrites comme ayant une tête bulbeuse, ornée de larges oreilles, de bras allongés. Elles ont des yeux jaunes, un peu lumineux, comme le montre l'illustration. Elles auraient la particularité, celle-là, d'être tétines et même harcelantes, de grimper aux arbres à toute vitesse, un peu comme des singes, du fait de bras très très allongés.
Rappelons également que ces créatures d'Hopkinsville ont été baptisées par certains les gobelins d'Hopkinsville. Ah ben oui. Et qu'est-ce qu'un gobelin? Ben, il s'agit d'une créature surnaturelle et légendaire, rattachée essentiellement au folklore européen, à la mythologie germanique, qui évoluerait dans les plans subtils et se montrerait parfois aux humains. Alors vous voyez le gobelin, il ressemble un peu, hein. De petite taille, environ 1,10 m, sa tête a la forme d'un œuf, est ornée de grandes oreilles, et il a les particularités de très bien y voir la nuit, pas besoin de lumière. Or, il a été dit à un moment que les créatures, semblaient, craindre la luminosité. Voilà. Il y en avait pas beaucoup chez les Sutton, et d'ailleurs pour pas se faire repérer, il s'était mis dans le noir. Voilà. Donc je le souligne quand même. Gobelin, gobelin, est-ce qu'on peut trouver ça dans son jardin? En tout cas, intelligents et rusés, les gobelins vivraient en groupe, dit-on, en groupe de plusieurs individus dans des grottes, des tunnels ou des ruines. Harceleurs et voleurs, ils ont la réputation de causer bien des tracas aux humains, qu'ils considéreraient d'ailleurs comme leurs pires ennemis. Du coup, ils s'ingénient à leur courir la vie. C'est ça les gobelins, hein. Pour cette raison, on a souvent dit qu'ils étaient diaboliques. Certains ont dit quand même qu'il y en avait des gentils, qui étaient plutôt bénéfiques. Mais enfin bon. Les gobelins sont bien connus en Normandie, tel le gobelin d'Évreux, lequel, paraît-il, hantait les environs de la ville au milieu du XIIe siècle. On en aurait vu aussi dans l'abbaye de Mortemer, qui a la réputation d'être hantée. Dans le Cotentin, ils hantaient autrefois les marais de 40 ans, s'introduisaient dans les maisons. Tolkien les a aussi évoqués dans certaines histoires fabuleuses, dont Bilbo le Hobbit, les Seigneurs des Anneaux. On les retrouvera également dans les aventures d'Harry Potter. Reste à savoir si ces personnages de légende, censés être nés de l'imagination de certains et de croyances anciennes, ne seraient pas d'une toute autre nature. Vous voyez à quoi je fais allusion, n'est-ce pas? Bah oui, il y a quelques années déjà, un détail m'a interpellée lorsque j'ai découvert le cas des créatures d'Hopkinsville. J'aurais trouvé un petit air de déjà-vu, notamment avec du fait de leurs étranges oreilles. Leurs binates m'ont fait penser en effet à certaines gargouilles qui ornent les cathédrales ou les châteaux Renaissance notamment. Un air de gargouille, et certes, mais également de créatures surprenantes représentées sur des enluminures médiévales. En voici deux. Alors celle-ci illustre un manuscrit datant du XIVe siècle, connu sous le nom de Décrétale de Grégory IX. Certains doivent la connaître parce que ça nous rappelle quelque chose dont je vais parler aussi. Ou encore celle-là, qui figure dans un manuscrit datant du Moyen Âge, dont hélas je n'ai pas retrouvé les références. Puis ça nous fait penser aussi à des personnages de cinéma. Et on va penser à Steven Spielberg. Bah oui, pourquoi? Vous ne le savez peut-être pas. Mais Steven Spielberg est jeune, on est à la fin des années 70, quand il va s'intéresser au sujet. Bon, il a tourné déjà un film qui a eu un succès faramineux qui s'appelle Rencontre du troisième type. Et, et il va vouloir faire un autre film. Il a rencontré Alain Henlek et il s'est passionné pour le cas d'Hopkinsville. Il a décidé de tourner un film qui s'appelle Night Skies, et c'est une sorte de film d'horreur fantastique. Des sommes considérables vont être dépensées en pré-production, et puis il va y avoir des coûts énormes qui vont se rajouter là-dessus pour faire des effets spéciaux incroyables, il y avoir des incidents qui vont s'accumuler. Le film ne sera finalement jamais tourné. Dommage. Mais vous allez voir que c'est pas fini. Les créatures d'Hopkinsville vont nous évidemment rappeler quelque chose. En tout cas, ça m'a rappelé les Gremlins, les fameux Gremlins, héros du célèbre film Les Gremlins. Celui-là, il a été réalisé par un certain Joe Dante en 1984, mais il a été produit par Steven Spielberg. Mais alors, on peut penser que c'est Hopkinsville, vu qu'il y avait Spielberg derrière, les créatures d'Hopkinsville, qui ait influencé Joe Dante. Pas du tout. Et maintenant, accrochez vos ceintures, parce que je vais vous raconter une petite histoire rigolote. Bah oui, si je vous dis ça, c'est parce que les Gremlins nous viennent tout droit des aviateurs britanniques de la RAF, et je m'en explique. Durant la Première Guerre mondiale, nombre d'aviateurs de Sa Majesté vont se plaindre d'incidents à répétition survenant durant leur vol. Ils se produisent généralement en série et leurs causes sont le plus souvent inexplicables.
Une rumeur va alors courir qu'il serait causé par une horde de mystérieuses créatures surnaturelles particulièrement malveillantes qui s'en prendraient à leurs avions. Le 10 avril 1929 sera publié dans une revue qui s'appelle L'Aéroplane, qui est un journal consacré à l'aviation, un poème écrit par des aviateurs anglais basés au Moyen-Orient. Et ce poème fait clairement allusion à des créatures surnaturelles qui causent des pannes moteurs à leurs avions ou d'autres pannes, d'autres avaries. Et elles seront pour la première fois, ces créatures, évoquées en 1939 sous le nom de gremlins par des aviateurs britanniques d'un escadron du Bomber Command, alors stationné au nord-ouest de l'Inde. Les pilotes de cet escadron n'en pouvaient plus, mais vraiment plus, d'être confrontés sans répit à des incidents techniques auxquels ils ne trouvaient jamais d'explication rationnelle. Ils firent donc par penser que des créatures surnaturelles malveillantes, apparemment spécialistes du sabotage, en étaient la cause, et ils les baptiseront les Gremlins. Et la légende fera son chemin. En 1940, durant la bataille d'Angleterre, nombre d'aviateurs de la RAF vont se plaindre d'avaries soudaines et inexpliquées et vont parfois mener leurs avions au crash. Ces trucs-là vont les faire tomber les avions, et les incidents à répétition. Et de nombreux rapports d'aviateurs seront d'ailleurs établis suite à des pannes mystérieuses. Et dans un article de presse de l'époque, sera rapporté le cas d'un pilote de Spitfire qui évoque les méfaits des Gremlins qui ont provoqué une panne d'alimentation, il s'est craché. Bon. Le 18 octobre 1942, un article publié par le Royal Air Force Journal, sous la plume d'Hubert Griffiths, qui est un pilote de l'ARF, un ex-pilote de l'ARF, sera même consacré à ces vilains Gremlins qui pourrissent la vie des aviateurs anglais. Et pour honnêteté, il précisera toutefois, cet homme, qu'il n'a jamais entendu de parler de ces Gremlins alors qu'il était pilote opérationnel durant la bataille d'Angleterre. En fait, il a été convaincu de leur existence bien plus tard, lorsqu'il a été en mission en Russie. Et je le cite, il a dit « Les Gremlins sont soudain devenus une réalité acceptée ». Il rappellera ainsi que le soir, il lui est arrivé, certains soirs, il a assisté à des conversations de pilotes et d'officiers qui se plaignaient amèrement de sinistres petites créatures qui les mettaient régulièrement en danger. Il rapportera par exemple les propos de deux pilotes. L'un disait qu'elles surgissaient soudain en essaim des nuages pour venir se poser sur le bout d'une aile de son avion, tandis que l'autre répliquait les avoir vus se déplacer vers le nez de son appareil et de l'hélice pour le faire basculer vers le sol. Au dire des divers pilotes qu'Hubert Griffiths a côtoyés, certaines de ces créatures étaient très petites, de la taille d'une souris ou d'autres plus grandes. Et un mitrailleur qui recevait régulièrement la visite de l'une de ces créatures dans sa tourelle de tir dira qu'elle lui arrivait au genou, donc ça devait être à peu près comme ça. Il sera de ceux-là qui soutiendront que ces créatures n'étaient pas toujours malveillantes et qu'elles pouvaient même se montrer amicales, taquines et pleines d'humour. Certaines aussi, mais les cas furent rares, seraient même intervenus en urgence pour aider des pilotes d'avion en grande difficulté et leur éviter le pire, c'est vous dire. Mais dans la majorité des cas, les bestioles ont été source de gros problèmes techniques. D'ailleurs, un correspondant du journal de la RAF, donc le journal de la Royal Air Force, n'hésitera pas à écrire que pratiquement tous les pilotes britanniques y auraient été confrontés au moins sur un vol dans leur carrière. Ce n'était pas plusieurs. Il y aura un pilote également basé à Gibraltar qui fait partie de l'escadron du Coastal Command qui va rédiger un rapport d'incident où il va expliquer que les pilotes étaient plutôt confrontés à ces créatures autour du rocher de Gibraltar. En fait, elles étaient au sol, ces créatures-là. Il y avait plusieurs variétés de gremlins, selon lui. Et ceux qu'on trouve à Gibraltar ont les pieds poilus et leurs têtes ont des oreilles démesurées, comme les gremlins. Et encore que ces gremlins, puisque ça en est, semblent vivre à terre, donc comme je vous ai dit, mais qu'elles ont la capacité de monter dans les avions. Donc il faut toujours vérifier avant de décoller s'il n'y a pas du gremlin à bord. Hein. Et quand ils réussissent à embarquer, ces petits bestiaux, eh ben, ils s'assoient d'abord sur les ailes, et puis après, ils vont faire des âneries partout. Hein, ils vont se précipiter en général sur les moteurs. Ils vont monter, ils vont faire basculer l'avion en se mettant sur le nez en causant des avaries. Enfin bon, bref. Ils peuvent empêcher également un mitrailleur de tirer sur l'ennemi. Certains diront que le cerveau du mitrailleur
et manipulés. Ils ont la particularité, ils auraient la particularité, paraît-il, d'inciter les mouettes et les goélands à s'en prendre aux avions. Et à la fin de son article, Bert Griffiths, qui donc est un pilote de l'RF, comme je vous le dis, citera des propos plutôt intéressants d'un pilote de chasse australien qui s'appelle Mark Sheldon, qui souligne que les gremlins sont plus ou moins le reflet des humeurs et de l'état d'esprit des pilotes. Voilà ce qu'il dit. Si vous volez prudemment, eh bien, il vous traite bien. Si vous volez mal, il se comporte mal avec vous. Et maintenant, tenez-vous bien. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'existence des gremlins aurait été officiellement reconnue par les autorités anglaises, notamment par le British Air Ministry, qui est le ministère de l'air britannique. Dans un manuel rédigé à l'attention des pilotes, édité avec l'accord de ce ministère, des recommandations auraient ainsi été données pour calmer et distraire les charmantes harceleuses, ceci afin de s'assurer des vols sans incident. Alors, vérité ou canular, je me passe pour y croire, mais c'est amusant. Ce qui sera rapporté le plus souvent dans les incidents de la RAF, en tout cas, parce qu'il y en a vraiment eu, hein, eh bien, c'est que les Kremlins sont aussi malicieux que malveillants. Ils se regrouperaient d'abord sur les ailes de l'avion, comme on l'a dit. Ils auraient la capacité de modifier la vitesse de rotation d'une hélice. Ils auraient aussi la dangereuse manie de se rebiffer, de se rebiffer en faisant des mauvaises farces, du genre à souffler des particules dans les pipes d'admission qui font rentrer dans le moteur l'air qui est nécessaire au processus de combustion du carburant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si ça se bouche hein, avec des particules, arrêt du moteur. Voilà. Il y aura aussi eu des cas de pollution avérée du carburant des avions, qui auraient eu effectivement des ratés aussi, avec certains liquides. Alors, bon, y aurait-il des saboteurs dans les RAF ou des gremlins? Et puis, il y aurait eu des perforations d'empennage qui auraient été constatées. Ils avaient la capacité, paraît-il, ces gremlins, de faire s'accumuler soudainement de la glace sur les ailes. On sait qu'un avion qui a trop de glace sur les ailes tombe. En tout cas, selon les témoignages de ces pilotes de la Seconde Guerre mondiale, leur taille variait entre 15 et 46 centimètres. Leur peau tirait vers le vert ou le bleu. Certains ont évoqué des oreilles démesurées, parfois aussi la présence de petites excroissances sur le haut du crâne qui auraient pu faire penser à des cornes naissantes. Roald Dahl, qui est un ancien pilote de la RAF qui sera grièvement blessé lors du crash de son avion en Libye en 1941, finira par être déclaré inapte au vol et il va contribuer à exporter les gremlins aux USA. Il deviendra en 1942 attaché de l'air à l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington, puis en 1943 il va commencer à écrire des contes pour enfants. Il mettra les gremlins à l'honneur. Et l'idée va lui venir que son conte, il est pas mal, mais si on faisait un petit film. Donc finalement, il va écrire un scénario que Walt Disney va avoir sous les yeux. Et vous voyez, vous voyez à l'image un livre. Hein. En fait, Walt Disney aurait été séduit par l'idée de faire un film. Il n'y aura en fait ni film ni dessin animé, seulement une version illustrée du conte qui va s'appeler The Gremlins, qui va connaître un grand succès. Et après cela, certains corps de l'armée de l'air américaine prendront les Gremlins pour emblème. Et ce sera notamment le cas du WAPS, qui est le corps féminin de l'Air Force et celui de l'USAF. Ces gremlins-là sont évidemment bénéfiques, contrairement à ceux des Britanniques. Et cela va de soi, on finira par retrouver l'image de ces gremlins peints sur des avions militaires américains, et même sur ceux de certains de la RAF, et même d'autres pays d'Europe, je crois. Et ce seront ces créatures qui vont devenir les héroïnes du film Les Gremlins, tourné en 1984 et produit par Spielberg. Pour être complète, je préciserai tout de même que Roald Dahl était un agent mythique du mythique MI16, hein, donc l'un des espions de Sa Majesté. Ses missions aux USA durant la Seconde Guerre mondiale consistaient notamment à convaincre les Américains de s'impliquer dans le conflit mondial. Et il était jeune quand il est arrivé là-bas, c'était un jeune aviateur, un beau gosse, c'était un ami de Ian Fleming, le père de James Bond, qui était également un ancien espion britannique. Et ce Roald Dahl, qui a
inventé les Gremlins, si je puis dire, enfin disons le personnage de conte, eh bien, il avait pour tâche de s'infiltrer dans les milieux de pouvoir américains et sa mission consistait à séduire les belles dames d'influence, exactement comme le faisait 007, en l'occurrence, dont les maris étaient influents. Je vous raconte ça parce que ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Et l'homme ne va pas faillir à sa tâche, mais on sait qu'il se plaindra un jour que l'une de celles-là avait des exigences physiques à la limite de son endurance personnelle. Il a déposé des plaintes à sa hiérarchie en disant: moi, j'en peux plus. Et on lui intimera l'injonction de ne pas faillir et de poursuivre sa mission de charme au service de sa majesté. Bon, je trouve ça rigolo, c'est pour ça que je vous le raconte, c'est un peu hors sujet quand même, mais bon. Et on sait que l'ancien pilote déclara aussi à l'un de ses amis, en 1942, très choqué. Bon, il avait fait la guerre, son avion s'était crashé. J'arrivais d'un monde en guerre où les hommes se faisaient tuer, j'avais volé d'atrocité en atrocité, et je me retrouvais soudain dans une cocktail party d'avant-guerre. En fait, l'homme était un poète, n'avait manifestement pas le profil de l'espion le plus célèbre de la planète. Je m'en excuse, la parenthèse a été un peu longue, je la referme, je me suis égarée, je vous l'accorde, mais je pense que l'anecdote valait la peine d'être mentionnée, même si les Gremlins relèvent probablement de la légende. C'était amusant. On va repartir à Hopkinsville pour terminer. Comme je l'ai dit, 10 jours après l'accident, la famille Sutton va partir se réfugier dans l'Indiana. Durant ce temps, les voisins et d'autres prétendant bien, se disant bien connaître les membres de cette famille, vont pas se gêner pour rapporter que tout cela n'était pas stable. Ils se répandront en calomnie sur leur compte et se feront un plaisir de tout rapporter à la presse. Billy Taylor ne sera évidemment pas épargné, mais oui, le bonhomme avait des tendances à la fabulation, dira-t-on. Et pour ce qui est de la bonne blague, oui, ça on le sait, mais de la fabulation, non. La presse de l'époque ainsi que divers sceptiques par la suite n'hésiteront pas à marteler que toute cette histoire manquait de sérieux. Lucky Sunton, sa mère Glennie Glanford s'intéressait aux extraterrestres. On le sait, bah voilà le fin mot de l'affaire. Facile. On n'attend aucune preuve avérée n'a été établie qui se passionnait pour les extraterrestres. Puis j'ai envie de dire, et alors? Il suffirait de croire à leur existence, ce qui d'ailleurs commençait à être le cas aux États-Unis dans les années 50, pour qu'on puisse être automatiquement soupçonné d'affabulation ou d'avoir monté un canular. Alors soyons sérieux. Personnellement, je me demande si le fait que cette singulière histoire se soit déroulée non loin de la grande base américaine de Fort Campbell, en l'occurrence, n'a pas joué pour que cette affaire soit classée d'office comme un crackpot au projet Blue Book, ce qui a automatiquement entraîné son classement sans suite. Il n'y a eu aucune enquête officielle, hein. Et pourtant, on sait que des militaires sont venus détachés de Campbell. Ils sont joints à la police, que des rapports ont dû être établis. Eh ben, ces rapports, qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'ajouterai à cela que 2 ans plus tard, en 1957, un officier qui semblait lui aussi venir de cette base, il s'agit du Major John E. Albert. Il est venu déconsidérer à nouveau ce cas d'Hopkinsville. Normalement, on aurait dû tourner la page. Ah non! Il est venu se mettre à déclarer publiquement que ces créatures vues par les Sutton n'auraient en fait été que la manifestation d'un singe peint en gris qui serait échappé. Bon, voilà, l'histoire du singe, l'histoire de tout, ça va 2 minutes. Rappelons encore qu'ont été observés dans les cieux d'Hopkinsville, en ce tout début de soirée du 21 août 1955, le passage de boules de feu qui ont été qualifiées évidemment de grosses météorites. Eh bien, je me pose la question, et si ça avait été tout autre chose? Et si certaines autorités avaient peut-être jugé préférable de détourner l'attention? Mais bon, chaque point de vue, il vaut ce qu'il vaut. Ce qui est certain, c'est que l'étrange cas de Kelly Hopkinsville et de ses visiteurs, considéré par beaucoup comme folklorique, n'a vraiment jamais été élucidé. Ça resteront donc, pour longtemps, à mon avis, un mystère. En attendant, cette incroyable histoire a passablement gagé la vie de nombreux de membres de la famille Langford Sutton, notamment celle de sa matriarche, Glennie Langford, qui a été littéralement persécutée par ses voisins. Et en effet, lorsqu'elle est revenue à Hopkinsville après avoir passé un temps en Indiana, ses aimables voisins n'ont pas manqué une occasion de l'insulter, y compris à domicile, de colporter sur son compte et sur ceux des siens les pires horreurs.
Écœurée, la pauvre femme a fini par vendre sa petite fermette pour aller vivre en ville. La ferme n'est plus aujourd'hui qu'une pauvre ruine de bois qui finira, sans doute un jour, par s'écrouler sous le poids des ans. Enfin, et pour le cas où vous ne le sauriez pas, le Kentucky fait partie des États américains très fréquentés par les ovnis, et ceci depuis fort longtemps. Divers engins ont été observés à Hopkinsville et dans ses environs. La dernière observation, j'ai vérifié, remonte au 3 février 2022. Elle a été faite vers 18 heures. Il faisait nuit. Elle est compilée et répertoriée dans le répertoire du Norfolk. Il s'agissait d'un engin en forme de chevron, doté de 3 lumières blanches circulaires, d'une petite lumière rouge qui clignotait. Elle était entourée par une sorte d'aura brumeuse, pourchassée par un hélicoptère, et lorsque celui-ci s'est rapproché de très près, l'objet a plongé, semble-t-il atterri, selon le témoin, avant de redécoller plus tard. Voilà ce que c'est qu'Hopkinsville. J'ai fait de mon mieux pour vous apporter le maximum d'éléments concernant ce cas. Bon, j'ai ma petite idée sur le sujet, j'ignore si vous avez la vôtre, mais en tout cas, je vous avez tout ce que je pouvais. Maintenant, à vous de vous faire votre opinion. Voilà. Donc j'en ai fini, je vous remercie encore pour tout, de votre gentillesse, de vos commentaires, de toutes vos gentillesses, ouais. Ça me fait plaisir, voilà. Donc je pense souvent à vous pour choisir des bons sujets. Le prochain, je sais pas encore ce que je ferai. J'ai encore de l'UFO en stock, des tas de sujets que j'ai préparés à l'avance, voilà. Puis des trucs que j'ai envie de faire et que j'ai pas fini. Voilà. Mais bon, je trouverai bien un truc. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, ou une bonne journée, ou une belle soirée, une bonne nuit. Enfin, ça dépend à l'heure que vous me regardez. Je vous dis à bientôt. Et comme vous avez été sage et vous êtes tenu le coup aussi longtemps, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.